Avec Monsieur Wenger, prénom, je ne connais pas le prénom. Vous avez un prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre Wenger. Et donc on salue la présence remarquable de François Brousse dans ce salon. Voilà, il est super représenté. Moi je l'ai connu à la fin de sa vie, à Sète. Et j'ai connu d'autres personnes comme Hutin, comme François Villet. Alors donc finalement, François Brousse, c'est difficile de le définir. C'est un poète, c'est un astrologue, c'est un cyclologue. Comment vous le qualifieriez, François Brousse? Alors, ma première réaction, c'est celle d'un poète. Oui. Un poète, mais un poète véhicule toujours une philosophie. Donc il est poète et philosophe en même temps. Et il a toujours, toute son œuvre est empreinte de poésie, et toute son œuvre est empreinte de philosophie aussi. Ce sont deux aspects quasiment indissociables de sa personnalité. Et en plus, il avait aussi un aspect de philosophie plus accentué sur le sens de la vie, sur la métaphysique. Ouais, il notait cette disposition très nette. Et vous êtes son biographe en fait. Hein? Tout à fait. Et ici, vous avez ici un livre de entre 500 et 600 pages qui retrace les principales étapes de sa vie, ses principales périodes aussi bien littéraires que biographiques. Et d'ailleurs, vous trouvez aussi sur Wikipédia une présentation. Ben oui, quand même, oui. Oui, tout à fait, il est présent. Oui. Il est présent sur le site, vous voyez, de la Licornellée, puisqu'il a la Licornellée. Alors la Licornellée, pourquoi ça s'appelle la Licornellée, vous savez? Voilà, la Licornellée, c'est une association qui édite et diffuse l'enseignement de François Brousse. Oui, bien sûr. Qui a été créé en 1982 du vivant de François Brousse. Et oui, avec son bien sûr, oui. Voilà, tout à fait. Alors, pourquoi la licorne? La licorne est un animal étrange. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, une licorne, elle a une corne qui lui permet, qui symbolise le troisième œil, et en plus avec des ailes, parce que ça symbolise Pégase, l'inspiration. Elle n'est pas là finalement, la licorne. Ah, elle n'est pas là physiquement. Vous auriez pu en mettre une belle jolie licorne dans un coin, comme ça. C'est vrai, vous avez raison. Amenez-la demain, la licorne. Voilà. Et donc, ça vous a demandé beaucoup de travail de faire cette biographie, Oui. Monsieur Wenger? Tout à fait. Cette biographie a demandé 7 ans. Oui. 1998 à 2005 de sa parution, la date de sa parution. Et ça a été une biographie qui est très étayée, puisqu'il y a des interviews de personnes vivantes, une cinquantaine, des articles de journaux qui ont été cherchés dans les bibliothèques, donc c'est assez fourni. On peut retrouver, et puis en plus, sur son œuvre, à travers la poésie, à travers ses conférences aussi, il y a des détails biographiques qui sont très évidents, et les journaux, et ses conférences, bien évidemment. Question indiscréte, est-ce que vous aviez déjà fait un travail de ce genre avant? Pas du tout. C'est votre premier sujet de recherche? Oui, c'était mon premier sujet de recherche, et en plus j'arrivais à la retraite, l'équivalent de la retraite, et donc je me suis engagé dans cette direction. D'abord parce qu'une amie avait envisagé sa biographie, alors je lui avais demandé, je lui ai proposé mon aide, parce que je savais que c'était quand même chose qui n'était pas facile. Et puis cette amie, peu de temps après, s'est avérée avoir des ennuis de santé, et donc elle a abandonné ce projet. Je me suis dit, bon, ben, c'est quand même dommage d'arrêter ce projet. Eh bien, si tu veux bien, je vais le continuer. Et voilà comment, en 2005, est paru. Et vous avez trouvé cet éditeur comme ça, par hasard? Oui, par hasard, non, ça serait faux. Un concours de circonstances. Oui. On peut appeler hasard si on veut. Cependant, c'est Monsieur Danicel, Camille Danicel. Oui, Camillo. Voilà, par exemple, qui déjà était éditeur, et les circonstances à travers un auteur ami commun avec Camille Danicel, qui a fait que m'a dit contacte ce monsieur que je connais à Saint-Cloud et vous verrez ce que vous pouvez faire. Et ainsi, eh bien,
est apparu la biographie. Il a publié également Bernard Mirande. Voilà, tout à fait. Et c'est justement, vous faites bien de le signaler, puisque c'est justement Bernard Mirande qui m'a signalé l'existence d'Anicel Productions. Vous avez tout à fait raison. Très bien vu. Vous dites, alors donc elle a écrit sur Nostradamus, c'est ça? Voilà, François Brousse, à partir de 1937, il avait, vous voyez... Il avait 24 ans. Mais voilà, il avait 24 ans. Et bien, grâce à sa tante Léonie, qui connaissait Nostradamus, qui lui avait déjà indiqué l'œuvre de Nostradamus. Ah, d'accord. Voilà. Sa tante, oui. Voilà, jusqu'en 1990, François Brousse s'est intéressé à décrypter l'œuvre de Nostradamus. Il en est résulté la production, l'édition de 3 tomes, Nostradamus ressuscité, paru à la Cornelet en 96, 97 et 98. Et là, vous avez un aperçu à travers lequel Nostradamus est présenté comme un prophète historique, comme un prophète messianique et comme un prophète métaphysique. 3 volets dont il détaille les quatrains. Plusieurs volets, parce qu'un quatrain a plusieurs volets d'interprétation, comme un rêve. Un rêve a plusieurs volets d'interprétation, la Bible a plusieurs volets d'interprétation, Victor Hugo également, tous les textes... Ah oui, voilà, il a aussi accordé beaucoup d'importance au prophétisme de Victor Hugo. Tout à fait, voilà. Qui est également un occultiste d'ailleurs. Voilà, et il en fait... Vous avez là un cahier qui retrace quelques-unes des découvertes qui ont été faites dans les revues publiées, où François Brousse publiait quelques-uns de ses articles. Comme ici on voit dans les années 1950, il y avait Acme, il y a eu Madeloc, une revue des Pyrénées-Orientales. C'était plutôt en tant que poète qu'il écrivait là? Oui, mais en tant que philosophe et métaphysicien aussi. Oui. Voilà, déjà là, il y avait les articles, mais aussi des articles de philosophie, mais il faut savoir aussi que François Brousse s'intéressait beaucoup à l'astronomie. L'astronomie? Oui, et dès 1940, il a postulé l'existence d'une planète au-delà de Pluton. Oui. Une planète qu'il appelait Proserpine. Oui, bien sûr. Ah oui, voilà. il a fait partie de ces gens-là qui... Tout à fait. Qui attendaient... Il a une vision élargie de notre système solaire, oui, oui, oui. puisqu'il préconise au moins 24 planètes. Oui. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas autant que de l'âme de tarot. 24 oui, 22, planètes, oui, c'est ça. 24. Oui, donc, mais enfin, il dit ça, son astronomie est inspirée par l'astrologie et par le tarot, apparemment. Tout à fait. Et par l'alphabet hébreu, oui. Voilà, à travers les cycles dont il est un spécialiste, eh bien, il a dit il y a une correspondance entre les planètes et puis les tarots. Et à travers les tarots, il a défini aussi des planètes. Il a postulé l'existence de planètes au-delà de Pluton. Voilà. Alors l'avenir dira. Alors oui, parce qu'où on en est au niveau de la connaissance astronomique, est-ce qu'on a découvert Proserpine finalement? Pas encore? Parce qu'il y a eu beaucoup d'alertes, il y a eu beaucoup de choses qu'on a annoncé des découvertes de planètes. Oui, il y a une planète qui s'appelle UB 2003. C'est qui se rapprocherait assez de celle-là? Oui, qui pourrait se rapprocher de celle-là. Voilà. Alors, c'est très passionnant à se plonger dans ce milieu. Et alors, donc, il est également un commentateur de la Bible. Voilà, il a fait donc beaucoup de conférences sur ce sujet. Il a écrit des livres, notamment Les secrets kabbalistiques de la Bible, mais aussi commentaires de l'Apocalypse de Saint Jean. Et là aussi, dans le commentaire de l'Apocalypse de Saint Jean, il y a utilisation des tarots pour expliquer les visions de Saint Jean. Il a utilisé les tarots également pour décrypter Victor Hugo. Voilà, ces trois grands comment est-ce qu'il a procédé pour utiliser... Comment a-t-il procédé pour comprendre Victor Hugo à travers les tarots? Vous le savez Oui, parce que... Il a pensé que Victor Hugo était influencé par le tarot? Il le connaissait. Il le connaissait, le tarot? Oui. Et oui. C'est ce que vous allez découvrir à la lecture de ce livre. Ça apparaît clairement qu'il connaissait certaines arcanes du tarot. Ah, tout à fait. Oui. Ah, tout à fait. Oui, oui.
là, Victor Hugo est je dirais pas un spécialiste, il n'était pas non plus un spécialiste des tables tournantes, Victor Hugo, mais il a montré qu'il œuvrait et qu'il avait des contacts avec l'au-delà. Et pas un au-delà quelconque, puisqu'il y avait André Chénier qui venait faire les compléments de ces poésies qui n'avaient pas été achevées. Ah bon, d'accord. Mais oui, c'est très croustillant. Alors, à la Cornélé est paru un livre qui s'appelle Les Vents du tombeau. Et dans ce livre, Les Vents du tombeau, ce sont les procès-verbaux des séances des tables tournantes. Et Victor Hugo rencontre André Chénier, Shakespeare, Mahomet et même, tenez-vous bien, Napoléon III. Son ennemi. Mais c'était à la fin de sa vie, ça. Quand Napoléon III était... 1853, 1854. Ah non, mais il l'avait rencontré, pas dans l'au-delà. Ah non, voilà, c'est très curieux. Victor Hugo a rencontré, entre guillemets, a conversé à travers les tables avec Napoléon III, lorsque probablement Napoléon III était en train de dormir. Ah bon, même de son vivant. De son vivant. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait communiquer avec Ah oui, quand des gens dorment, on peut communiquer avec vous par les... Je crois qu'il fallait être décédé. Pas forcément. Ah bon, bah ça c'est une idée intéressante. Ça. Alors ça, vous pouvez le trouver dans les Vents du tombeau, mais qui ne figure pas sur cette... Non, parce qu'il a vécu plus longtemps que Napoléon III. Donc il aurait pu rencontrer... Il est mort en 85 et Napoléon III est mort en 76, 77, tu vois. Oui, donc il aurait eu le temps d'être en contact avec le Napoléon III désincarné. Mais là, vous me dites que c'était bien avant la mort de Napoléon III. Tout à fait. Et vous allez découvrir ça dans les Vents du tombeau. D'accord. Oui, c'est fabuleux. Vous savez aussi que Victor Hugo a vu l'importance de l'atome dans notre civilisation. Non, mais c'est vrai qu'on lui accorde beaucoup de mérite à Victor Hugo. Alors, c'est quand même extrêmement fabuleux de voir la capacité prophétique de Victor Hugo. Oui, oui. Et François Proust s'est appuyé sur les textes de Victor Hugo pour prévoir que la guerre de 39-45 se terminerait par la chute du fascisme. Il a fait, François Proust, un article appelé Les Tours de la nuit, où dès mai 1939, François Proust disait qu'il y aura une guerre, oui, mais qu'elle se terminera par la chute du fascisme. Eh oui, parce qu'il a vécu en plein cette période. Exactement. Oui. Exactement. Il avait 27 ans au moment de la déclaration de guerre. Mais alors, est-ce que vous considérez est-ce qu'il a laissé des textes prophétiques, François Proust? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il a lui-même clarifié ou décrit l'avenir? Tout à fait. Je crois qu'il croyait à l'ère du Verseau ou une chose comme ça. Alors, ça c'est un autre volet que vous signalez. Il y a eu d'abord cet article Les Tours de la nuit dans la revue qui s'appelle L'Astrosophie, paru en mai 1939. De Rothweller, oui. De Rothweller. À Nice, oui. Voilà, à Carthage. Nice, qui était à Carthage avant, puis après à Nice. Vous avez un article qui est paru dans cette revue Source Vive. Oui. En 1965, dans lequel il postule, il prophétise le départ du général de Gaulle, son départ de la présidence de la République, il le prédit pour 1969. Ce qui s'est passé exactement comme il l'avait fait. Et comment il était parvenu à ce résultat? À travers les cycles. À travers le cycle de 11 ans. Ah oui, alors donc vous pouvez nous parler un peu de ces cycles alors? Voilà, un cycle de 11 ans qu'il attribue aux hommes d'État autoritaires. Il a vu un cycle de 11 ans dans la vie de Napoléon Ier, il a vu un cycle de 11 ans dans la vie de Napoléon III, il a vu un cycle de 11 ans dans la vie d'Hitler, il a vu un cycle de 11 ans dans la vie de Mussolini, et De Gaulle, sans être un dictateur, était quand même un autoritaire. Et il a vu qu'en 1947, De Gaulle a essayé de prendre le pouvoir, ça ne s'est pas produit. 11 ans après, on arrive en 1958, on vient chercher Charles de Gaulle au pouvoir, Charles de Gaulle arrive président de la République, et 11 ans après, en 1969, il part. Vous avez ici, là, l'exemple, la traduction en cycle
des découvertes de François Brousse. Intéressant, oui. Tout à fait. Et donc ça figure dans les livres sur Nostradamus. Donc là, et ensuite aussi dans cette revue-là, sur ce livre. Donc il y a des textes prophétiques qui n'ont pas forcément été tous regroupés. Vous avez raison, mais ils existent. Et François Brousse, manifestement, en fait, il y a des prophéties qui le montrent, éditées, publiées. Mais pour lui, la poésie, c'était quoi? C'était une inspiration? C'était de la voyance? C'était quoi la poésie? L'écriture poétique? Il se mettait dans un état second pour écrire? Pas forcément, parce que il pouvait écrire en café. On était dans un café avec lui, on discute, on prend un café ou une collation quelconque, et puis à un moment donné, il demande à un de ses amis qui était à côté de lui, voyons, tu peux écrire là? J'ai quelques lignes, et on a comme ça, vous allez voir, des poèmes écrits sur un morceau de papier. Sur un coin de table. Sur un coin de table, c'est très étonnant. Alors, je ne sais pas si je les ai vus tout à l'heure. Alors, vous avez ici quelques exemples, comme ça, ici. Alors, voilà, ils sont par ici, d'accord. dans ce livre. Bon, on va peut-être changer de sujet. Alors, parlez-nous un peu du tarot. Alors, justement, il a un rapport avec le tarot lui-même? Tout à fait. Ces dessins, là, ces images, c'est lui qui les a conçus, qui les a élaborés? Pas tout à fait. Ce tableau montre François Brousse et les tarots. Il faut savoir qu'en novembre-décembre 1938, François Brousse va rencontrer une certaine Kazoran Ali. Ce nom vous dit peut-être rien. Kazoran. Kazoran Ali, dont vous avez une figure. Elle a publié en 1928 un livre qui s'appelle Les postures divines et leur influence sur les glandes, publié en anglais à New York City en 1928. Il se trouve que la Bibliothèque nationale de France, à Paris, en possède un exemplaire. Ce François Brousse rencontre donc Kazoran Ali 10 ans plus tard, en 1938, à la veille de la guerre, et cette femme va l'initier. Il va recevoir ce qu'il appelle l'initiation suprême de sa part à travers 4 semaines d'extase, dit-il lui-même dans son livre La Trinosophie de l'étoile polaire, qui se trouve ici et qui est édité et republié aux éditions La Licorne Ailée. Et dedans, vous avez dans ce livre une partie de ce livre qui retrace son initiation par cette femme Kazoran Ali. Et cette femme Kazoran Ali, voilà, et c'est traduit ici, vous voyez, ici sur Annie pour l'initiation majeure, un livre paru en 1976 et qui depuis a été réédité à chaque épuisement, un renouvellement. Alors cette femme va lui conférer l'initiation du masdéisme, puis l'initiation des tarots égyptiens et hindous, qu'il appelle. Elle vivait à Paris à ce moment-là? Ils se sont rencontrés, donc François Brousse n'habitait pas Paris, mais elle était en relation avec Marie de Choisy. Ah oui, Marie Choisy qui dirigeait une revue. Oui, d'accord. Oui. Voilà, et cette Marie Choisy avait une revue qui a pris plusieurs noms, Votre Destin, Votre Destin, oui. Votre Bonheur. C'était une femme qui est surtout connue pour son aspect psychologique. Elle avait une revue, et dans cette revue, Kazoran Ali a signé plusieurs articles. Voilà. Et par le jeu des relations, il s'est trouvé que cette femme a rencontré à Béziers d'abord, puis à Montpellier ensuite, François Brousse pour ces 4 semaines d'extase, comme il l'appelle cette semaine, avec elle.
et où il a reçu l'initiation suprême. Voilà. Et donc, une semaine a été consacrée à François Brousse, il lui a consacré une semaine pour lui transmettre les tarots. Alors, lui ne les a pas peints, mais il a noté toutes les descriptions des chaque lame. Et donc ces dessins, ils viennent d'où? Alors, ce sont des dessins on les a faits sur ses instructions, sur ses... Voilà, c'est dans le livre que je vous ai indiqué là tout à l'heure, dans la philosophie des étoiles polaires, dans ce livre-là, il y a la description de tous les tarots, des 24 tarots. 22, enfin bon, 22, il y en a 22, mais lui, il en a rajouté en 1990, oui, sur les conseils qui étaient de cette femme, mais qui étaient désincarnés, probablement. Oui. Elle lui avait dit, dans la dernière année 19 du XXe siècle, tu publieras les 2 dernières flammes. Donc au début il y en avait 22, vous avez raison. Puis en 1990, et sont arrivées les 2 dernières. Ils s'appellent comment? Pardon? Comment s'appellent ces lames? Vous avez une qui s'appelle l'Ascensionné qui est là. Oui. Et l'autre, c'est le vainqueur du serpent. Vous l'avez de l'autre côté. Ah oui, d'accord. De l'autre côté, de ce côté-là, sur le mur là-bas. Donc voilà les deux lames, et vous avez sur ces posters, vous avez l'explication de ces 2 lames. Comme vous l'avez... On doit les trouver d'ailleurs dans le livre sur le tarot. Tout à fait, tout à fait. Alors il y a eu... Ceci, c'est les illustrations que vous voyez ici, comme le mage. Comme vous voyez ici la porte du sanctuaire, ce sont des nouvelles illustrations qui sont parues cette année dans ce fascicule. Voilà, et à travers ce tarot, au niveau de ce jeu de cartes. Donc il y a des gens qui continuent à travailler autour de l'œuvre de François Brousse, voilà, et qui la prolongent, qui l'approfondissent. Tout à fait. Alors vous avez un exemplaire de ces prolongements dans l'apparition par exemple de ce livre. De votre propre main? Oui, de ma propre plume. Mais c'est pas vraiment ma propre plume puisque c'est une compilation. Oui, dans l'œuvre. Voilà, des textes épars de François Brousse sur le comte de Saint-Germain. Et c'est très intéressant, c'est très pertinent de les avoir mis ensemble pour en voir. Il a eu la chance de trouver quelqu'un, enfin il ne l'a pas trouvé, mais il vous connaissait, vous le connaissiez? Oui, moi je l'ai connu. Vous l'avez connu à quelle époque? Moi je l'ai connu de 1981 jusqu'à son décès en 1995. Donc c'est-à-dire 14 ans. Oui. Oui. Donc il a vraiment marqué votre vie. Tout à fait. Pour moi ça a été un tournant, il y a avant François Brousse, puis après. Et puis il y a toujours François Brousse maintenant. Oui, bien sûr, éternel. Oui, parce que parfois on s'aperçoit que notre vie est courte, mais qu'il y a quelque chose qui demeure. Voilà. Et quand on pense avoir saisi quelques éléments qui demeurent, eh bien on les travaille, on les pénètre, on les confond de plus en plus. Voilà le but de... Alors comment êtes-vous parvenu, ça va être ma dernière question, comment êtes-vous parvenu justement à avoir cette présence au sein du salon Parapsy? C'est quand même une performance qui est arrivée à cela, d'avoir convaincu les organisateurs de laisser une telle place à François Brousse. Excusez-moi, vous pouvez tirer une carte, oui, effectivement, qui va vous indiquer peut-être quelque chose de votre pilon. Voilà, vous avez une dernière, vous avez une... C'est quoi ça? Pilon. C'est l'étoile des mages. L'étoile des mages, c'est une inspiration. Il est positif. Pardon? Positif ou pas? Ah oui, tout à fait. Faut prendre un autre? Alors, Ah, mais c'est rigolo là. on ne peut rien vous cacher là. Je l'aime bien. Alors, si vous voulez savoir un peu l'histoire. Oui, oui. En bref. La petite histoire. Oui, en 2011, je viens ici pour une conférence spéciale. Je viens pour la première fois au salon Parapsy. Ah, d'accord. En 2011. Et puis, en 2012 est paru le livre sur Saint-Germain. Je n'ai pas eu le loisir, je n'ai pas pris le loisir de revenir. En 2013, j'étais pris par l'activité du centenaire.
Voilà. Et puis en 2014, il y avait l'exposition qui est apparue en 2013 qui était disponible. Alors, je contacte Elle est remontée. Martin Célan et je lui dis, est-ce que vous seriez intéressé pour une exposition sur les tarots? Elle me dit, écoutez, je vais voir la faisabilité, mais en tout cas, votre sujet m'intéresse, parce qu'il cadre tout à fait avec notre salon, Oui, qu'elle qualifie d'atypique, hein, le plus insolite de France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, donc c'est une exposition sur les tarots qui se décline, vous l'avez vu, en 27 posters, oui. d'1 mètre de large, 2 mètres de haut. Tout autour de la salle de conférence, oui. Tout autour de la salle de conférence et aussi sur le stand A13, sur lequel nous sommes actuellement. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Martine Célan a dit OK, après avoir vu les illustrations et les bosses, elle dit bien écoutez, ça marche tout à fait comme ça. Est-ce que vous prenez un stand? Bien sûr que nous prenons un stand. Et voilà, nous y voilà aujourd'hui. Ben, c'est bien, écoutez, franchement, elle a raison, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui englobe la totalité du salon, qui lui donne une dimension qui transcende un peu le salon, oui. Oui, il y a probablement aussi une dimension artistique qui apparaît Oui. à travers cet imaginaire magnifié. Vous voyez? Parce que ça, ces illustrations, il les présente comme étant extraites de l'intelligence cosmique. Pour François Brousse, il y avait le Dieu sans forme, inconnaissable, puis ensuite il y avait l'intelligence cosmique, et puis ensuite il y a l'âme universelle, d'où jaillissent toutes les âmes, la vôtre, la mienne, etc. Et donc, pour lui, on a quelques ennuis, pour lui, ces images sortent de l'intelligence cosmique. Voilà. D'accord, merci beaucoup.